Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Golbeway, habiter en Brabant wallon, un privilège. Comme le titre de ce podcast le suggère, l'enjeu va être de parler de l'accès au logement en Brabant wallon et du principal frein à celui-ci, ainsi que donc des causes et des conséquences de la situation actuelle en BW en termes d'accès au logement. Nous allons mettre un accent particulier sur les questions d'exclusion sociale et de précarité. Avant d'aller plus loin dans l'introduction, il est important de préciser que ce podcast est accompagné d'un support visuel sous forme de slides qui comprennent des graphiques et des cartes principalement, et que je vous encourage vivement à consulter en écoutant afin d'avoir une meilleure compréhension du contenu. Mais je ferai évidemment de mon mieux pour que cela ne soit pas nécessaire pour bien comprendre mon propos. Il est nécessaire de se présenter pour commencer. Le Golbeway, c'est un groupe de travail, c'est l'acronyme de Groupe d'observation pour l'accès au logement en Brabant wallon. Et le Golbeway regroupe donc plusieurs organismes. Le CRIBEWay, le Centre régional d'intégration du Brabant wallon. Il y a également Habitat et Participation, une association de promotion du logement. Le Relais social du Brabant wallon, le RBDL, qui est le réseau brabançon pour le droit au logement, qui regroupe par ailleurs une multitude d'organisations associatives et de citoyens et citoyennes engagés. Et enfin, le Golbeway bénéficie du soutien du Centre culturel du Brabant wallon depuis sa création il y a déjà environ 2 ans. À l'origine, le Golbeway visait vraiment à faire un travail de sensibilisation sur l'accès au logement à destination du politique, des citoyens et citoyennes et de tout acteur qui pourrait être intéressé. Mais rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une quantité importante de données à analyser ou parfois simplement à collecter. Et donc, nous avons repensé notre travail sur une temporalité plus longue pour créer donc ce groupe d'observation qui se concentre avant tout sur l'analyse, sur la production d'un outil qui se veut comme à destination de tout acteur intéressé par la thématique de l'accès au logement et qui souhaite œuvrer à des solutions pour un logement pour toutes et tous en BW. Et donc notre travail ne vise pas à proposer ces solutions, mais vraiment à donner un maximum d'informations, d'observations les plus objectives possibles, qu'on espère utiles pour l'accès au logement en province de Brabant wallon. Alors, on pourrait se demander, pourquoi finalement faire ce travail sur l'accès au logement spécifiquement en BW, puisque de prime abord, ce n'est peut-être pas la province que l'on va s'imaginer comme la plus en proie à des problèmes au niveau social, tout simplement, ou encore d'accès au logement spécifiquement. Et effectivement, on va remarquer que le Brabant wallon n'est pas une province qui se distingue par des revenus faibles. Au contraire, conformément finalement au sens commun, les revenus moyens, médians sont plutôt élevés. Je vous invite à consulter sur les DIA, par exemple, le revenu disponible médian en Brabant wallon, selon des données administratives en 2022, on voit qu'il était de environ 29 000 euros, 29 507 euros spécifiquement, ce qui en fait le revenu disponible médian le plus élevé de Wallonie, des 5 provinces de Wallonie. Quand on dit revenu médian, c'est donc le revenu, la valeur qui est inférieure à 50% des autres valeurs et supérieure à 50% des autres valeurs, ce qui est vraiment central. À titre de comparaison, le revenu médian disponible pour la même année en Hainaut était de 24 963 euros. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même une différence assez importante à ce niveau-là. Le Brabant wallon apparaît comme une province plutôt aisée. C'est également une province qui a la réputation d'avoir un certain équilibre entre ville et campagne. Et effectivement, une fois de plus, le Brabant wallon ne comprend pas de grandes agglomérations. C'est une réalité. Il y a encore une majorité du territoire qui est bien dédiée à l'agriculture, etc. Donc on peut imaginer, le Brabant wallon n'est peut-être pas le principal suspect, on va dire, en Belgique pour des tensions en termes de droit au logement. Et pourtant, on est bien là à parler d'accès au logement. Et on peut le justifier de plusieurs manières. La première, tout simplement, c'est de se dire que le logement, c'est un droit fondamental, c'est un droit humain. Il est protégé par notre Constitution et par des textes internationaux également.
Et donc, eh bien, on se doit d'avoir un travail d'observation, d'analyse pour tenir les pouvoirs publics responsables de leur action dans sa réalisation. C'est une des conditions de base, on va dire, nécessaires dans une démocratie, et il faut le faire en Brabant wallon ou ailleurs. Ça, c'est une raison assez abstraite finalement, et il est tout à fait pertinent de demander pourquoi parler du logement en BOE spécifiquement. Et eh bien, pour répondre à la question toujours, un élément intéressant, c'est de regarder un indicateur statistique qui est proposé par l'IWEPS et qui s'appelle le droit à un logement décent et adapté à l'énergie et à l'eau, l'indicateur du droit à un logement décent et adapté à l'énergie et à l'eau. Donc c'est un indicateur qui est proposé par l'IWEPS avec une série d'autres indicateurs sur les droits fondamentaux qui ont été publiés en 2025. Et sur ce droit, eh bien, l'IWEPS donne un score à chaque territoire, ce qui peut être une province, la région entière, une commune, et le score va être entre 0 et 1. 0, ça veut dire que l'accès au droit est le moins abouti possible, et 1, c'est la situation à l'inverse qui est la plus confortable. Le droit est considéré comme plutôt ou complètement abouti. Et on va voir que pour le Brabant wallon, eh bien, la moyenne est plutôt bonne en fait. On a un score de 0,741. Ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais eh bien, on peut comparer avec la Wallonie dans son ensemble qui a un score de 0,715, donc inférieur à la moyenne du BOE. Et donc, voilà, le Brabant wallon, une fois de plus, n'apparaît pas comme étant dans une situation très compliquée en termes d'accès au logement. On peut même voir que certaines communes ont des scores assez élevés. Certes, il y en a qui sont en dessous de la moyenne, mais Uncourt, par exemple, la commune la mieux notée de la province, présente un score de 0,858. C'est très élevé. Cependant, il faut toujours regarder ce qui se cache derrière les indicateurs, et c'est ce qu'on va faire sans plus attendre. Cet indicateur sur le droit au logement décent et adapté à l'énergie et à l'eau, en fait, il fait la synthèse de 13 sous-indicateurs. Et ces 13 sous-indicateurs ils vont s'intéresser donc à des données plus précises qui sont constitutives de ce droit au logement. Et donc, on trouvait ça intéressant de regarder quelle était la tendance. Est-ce qu'il y avait des sous-indicateurs sur lesquels les communes étaient plutôt bien notées ou moins bien notées en BOE. On va prendre l'exemple d'une commune comme Chaumont-Gistoux. C'est une commune qui est légèrement plutôt centrale en Brabant wallon, un peu plus vers l'est, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que Chaumont-Gistoux, eh bien, c'est une commune qui a un score très proche de la moyenne du Brabant wallon, donc un score plutôt bon. Et on voit, lorsqu'on regarde les sous-indicateurs, que le score est globalement bon, proche de la moyenne et souvent un peu au-dessus. Mais il y a tout de même deux valeurs sur lesquelles c'est en dessous. Deux indicateurs qui s'appellent respectivement log 2 et log 10. Et là-dessus, donc, il semblerait qu'il y a un problème à Chaumont-Gistoux. Mais il ne s'agit pas ici de pointer du doigt la commune de Chaumont-Gistoux. En fait, on peut voir que ça va s'observer dans quasi toutes les communes du Brabant wallon. Dans quasi toutes les communes de la province, eh bien, il y aura cette observation que les sous-indicateurs 2 et 10 donnent des scores bien plus faibles à ces communes que la moyenne régionale. En fait, il y a deux communes qui dérogent à la règle, c'est Autigny-Louvain-la-Neuve et Rebec. Et alors évidemment, à quoi correspondent ces indicateurs? On ne va pas laisser traîner le suspense, tout simplement, ils correspondent au loyer médian des baux enregistrés, ça c'est pour le numéro 2, et le prix médian des maisons vendues pour le numéro 10. En d'autres termes, ce qui tend à faire baisser le score en Brabant wallon en termes de droit au logement, c'est le coût du logement. L'accès au logement, par extension, est freiné principalement par le coût du logement. Ça, c'est vraiment la chose sur laquelle on veut mettre l'accent dans notre travail au GOL-BOE, et c'est le point de départ de notre analyse. En fait, on va probablement se dire que acheter ou louer en Brabant wallon c'est cher, ce n'est pas quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose qui est plus ou moins connu ou attendu de la plupart des personnes qui connaissent un minimum la région. Mais ça devient intéressant de se poser la question du pourquoi de cette situation.
de comprendre les causes du problème et ses conséquences, en particulier sur les publics les plus fragilisés socialement, les plus précarisés. Et donc c'est spécifiquement ce que nous allons faire et expliquer dans ce podcast. Et au Goal, nous présentons notre analyse sur 3 axes différents: le territoire, la population et le logement. Sur le territoire et l'aménagement du territoire en particulier, nous analysons les questions liées aux grands axes, aux polarités urbaines, puis également la question de l'aménagement du territoire, l'accès aux services. Ensuite, il y a l'axe de la population et de la démographie en particulier. Et là, il s'agit de regarder la structure de la population, son évolution, les enjeux de précarité spécifiquement qui vont s'observer en Bewe. Et on va regarder aussi la question du sans-abrisme, notamment par le dénombrement du sans-abrisme qui avait été réalisé en Brabant Wallon en 2022. Le dernier axe de travail, c'est celui du logement, à proprement parler. Il s'agit là de regarder le parc du logement, l'offre du logement, le coût du logement, bien entendu, et également le logement d'utilité publique, une notion qu'il faudra définir, bien entendu. Donc des solutions existantes pour permettre un accès au logement à moindre coût pour certains ménages qui pourraient se retrouver dans le besoin. Alors voilà, sans plus attendre, on va s'intéresser à la première de cette dimension de notre analyse, l'aménagement du territoire et la question de la pression foncière, qui est vraiment très importante en Brabant Wallon. Mais avant d'en arriver là, c'est intéressant de regarder un peu la structure du territoire du Brabant Wallon. Si vous avez accès au diaporama, vous pouvez voir une carte qui présente les différentes communes du Brabant Wallon dans des couleurs différentes selon leur degré de ruralité, selon la proportion de la population qui est domiciliée dans une zone rurale. Une zone rurale du point de vue vraiment de la densité du bâti. Donc il s'agit de regarder les zones dans lesquelles il y a une grande partie de la population ou non qui vit dans des zones où le bâti est dispersé, où les services sont par extension moins faciles d'accès. Et il y a une chose qui saute aux yeux en regardant cette carte, c'est que l'est de la province est bien plus rural que l'ouest. En fait, il y a des communes de l'est où il y a 100% de la population, ou presque, qui se retrouvent en zone rurale, alors que dans des communes plutôt du centre et de l'ouest de la province, au contraire, la part de la population qui vit en zone rurale peut être parfois très minoritaire. Au point, en fait, que certaines zones, certaines communes du centre, de l'ouest de la province, sont plutôt considérées comme des zones urbaines, denses. Et donc, voilà donc un premier élément d'analyse de l'aménagement du territoire, en tout cas du territoire du Brabant Wallon. Il n'y a pas d'homogénéité, il y a clairement une différence entre l'est de la province et le reste, et ça va s'observer à divers niveaux. Il y a en Brabant Wallon des clusters urbains, des pôles urbains plutôt importants. Il n'y a pas de grande ville en Brabant Wallon, donc par grande ville on entend une ville de plus de 50 000 habitants, il n'y a pas ça en Brabant Wallon, mais il y a quand même des polarités importantes, et celles-ci se trouvent toutes au centre et à l'ouest du Bewe. Par exemple, Tubize, Wavre, Nivelles, Rixensart, Waterloo, Braine-l'Alleud, Ottignies-Louvain-la-Neuve. Celles-là sont concentrées, si l'on veut, sur une partie de la province, et c'est également dans cette zone-là qu'on va trouver les lignes ferroviaires, puisqu'il n'y a pas de connexion ferroviaire à l'est du Brabant Wallon, et la plupart des autoroutes sont plutôt dans cette zone-là aussi. Il y a une seule exception pour la E40 en direction de Liège, mais les autoroutes sont plutôt sur le centre et l'ouest du Brabant Wallon, et à l'instar des lignes de chemin de fer, il faut noter que celles-ci sont des lignes radiales qui vont en fait aller en direction de Bruxelles, qui relient Bruxelles à des grandes villes en dehors du Brabant Wallon, mais il n'y a pas, que ce soit au niveau autoroutier ou ferroviaire, de connexion d'est en ouest de la province de Brabant Wallon. Alors donc voilà pour cette présentation rapide de la structure du territoire de la province, qui nous amène à une première question qui est: comment est-ce qu'on en arrive finalement là-dedans? Quelles sont les causes de cette diversité, de cette hétérogénéité en termes de densité de population et par extension, on peut l'imaginer, d'accès aux services? Alors il y a des causes profondes à cela, évidemment, liées à la géographie, à la position stratégique du Brabant Wallon, avec au nord l'agglomération bruxelloise, mais aussi tout simplement la Flandre, le losange flamand, donc ces zones de grande
densité de population et d'activité économique de la région flamande et de la région bruxelloise. Et puis il y a au sud évidemment le sillon industriel wallon qui font que le Brabant wallon est plutôt un endroit stratégique qui va amener une attractivité, que ce soit pour résider ou pour installer des activités économiques. Ça peut être une partie de l'explication bien entendu. Mais si on s'intéresse donc vraiment à ce qui fait que des communes vont se retrouver très denses et d'autres très peu denses, eh bien, il faut regarder vraiment sur la politique d'aménagement du territoire. Et là, il y a un élément qui est absolument incontournable, c'est ce qu'on appelle le plan de secteur. Le plan de secteur, c'est un outil d'aménagement du territoire qui a été développé pour l'essentiel dans les années 70 et 80, mais qui a été modifié par la suite, mais jamais de manière globale. Et le plan de secteur, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il donne pour chaque parcelle de terrain une destination, c'est-à-dire il indique l'utilisation qui peut en être faite. Ça peut être par exemple une zone d'habitat, ça peut être une zone d'activité économique, ou une zone agricole ou encore une zone forestière. Il y a d'autres catégories, il ne s'agit pas de les mettre, toutes les présenter ici, mais donc de donner le principe de fonctionnement du plan de secteur. Et ce plan de secteur, eh bien, il a été fait, on va dire, en prolongeant les tendances qui s'observaient déjà à l'époque de sa réalisation. En d'autres termes, lorsqu'on a dû décider où est-ce qu'on allait mettre des zones d'habitat, on a plutôt logiquement eu tendance à les mettre là où il y en avait déjà. Et donc on a entériné des tendances, et donc inversement, là où il y avait peu de zones d'habitat, on a mis peu de possibilités de densifier en ajoutant des zones d'habitat et donc en donnant un potentiel d'artificialisation des sols pour venir des zones d'habitat. Et là, je parle des zones d'habitat, mais ça vaut aussi pour les zones d'activité économique ou d'autres loisirs, etc. Donc voilà pour le plan de secteur. Alors, en général, eh bien, il faut noter que le plan de secteur s'est fait à une époque où on avait des projections démographiques et économiques qui étaient un petit peu optimistes, peut-être. Et donc voilà, il donne beaucoup de marge pour bâtir. Et donc, il donne cette marge, on va dire, de manière plus ou moins généreuse d'une commune à l'autre et peut être considéré comme à la source de ces différences. On peut regarder, par exemple, eh bien, la superficie destinée à l'habitat au plan de secteur par commune. Elle est sur une des cartes que vous voyez dans les dias. Et on observe eh bien, que dans une commune comme Rixensart, 58% du territoire de la commune est destiné à l'habitat. C'est extrêmement important. Et dans une commune comme Waterloo, on sera aussi au-dessus des 50%, à 52% environ. On voit que c'est plutôt vers le centre de la province qu'on va avoir ces zones très denses. Et le reste de la province eh bien, va être plutôt épargné. Il y a moins de terrain qui est prévu pour l'habitat. Notons tout de même que le plan de secteur prévoit de laisser une grande majorité du territoire pour l'activité agricole. C'est vraiment ce qui domine sur la carte du plan de secteur, si vous pouvez la regarder. Néanmoins, le Brabant wallon eh bien, est la province sur laquelle la partie du territoire destinée à l'habitat est la plus importante. C'est 17,8% du territoire du BOE qui est destiné à cette fonction selon le plan de secteur. Alors oui, c'est minoritaire, mais c'est très important. En fait, il y a qu'en BOE qu'on donne un potentiel pareil, puisque la moyenne de la région wallonne est seulement à 11%, et dans des provinces qui comprennent tout de même d'importants centres urbains, comme les provinces de Liège et Hainaut, eh bien, on va se situer entre environ 12,9% pour le Hainaut et 14% pour la province de Liège. Donc on voit vraiment que le Brabant wallon est un peu différent du reste de la Wallonie à ce niveau-là. Alors il y a d'autres fonctions évidemment que le résidentiel, mais il faut noter que c'est vraiment l'essentiel des terrains qui ne sont pas pour l'agriculture ou pour le forestier lorsqu'on regarde le plan de secteur en BOE ou ailleurs. En fait, l'activité économique ou les zones de loisirs destinées aux services publics sont pas insignifiantes bien sûr, mais assez minoritaires en termes d'hectares sur la superficie d'une province entière, que ce soit le Brabant wallon ou une autre. Ça, c'était pour la planification, mais qu'en est-il de l'occupation des sols, de la réalité sur le terrain en Brabant wallon ?
Eh bien, en 2024, on observe que, évidemment, tous les terrains qui sont destinés à une fonction ne sont pas encore employés pour cette fonction. C'est-à-dire que s'il y a 17,8% du territoire qui est destiné aux habitations, eh bien, la réalité sur le terrain serait qu'il y avait en 2024 13,4% du territoire qui était effectivement pris pour du résidentiel. La surface agricole, pour sa part, c'est 62,5% du territoire. Il faut comprendre donc que lorsqu'une parcelle est destinée au résidentiel mais n'est pas encore utilisée pour du résidentiel, il y a beaucoup de chances qu'elle soit utilisée pour de l'agriculture pendant ce temps-là. Et donc si on bâtit souvent, eh bien, on va diminuer la surface agricole, la surface destinée à l'agriculture sur le territoire où l'on construit. C'est assez logique. Il y a donc au total, en Brabant wallon, actuellement 16% du territoire qui est bâti. Si on prend vraiment toutes ces catégories, donc résidentiel, sport, loisirs, activités économiques, qui font finalement sur cela une petite proportion, c'est 2% du territoire du BOE qui est dédié à l'activité économique. Ça ne comprend pas les fermes, c'est important de le noter. Et donc 16% du territoire est bâti. C'est assez important, il ne faut pas tourner autour du pot puisque la moyenne en Wallonie c'est 9%. Donc voilà encore une singularité du Brabant wallon, une grande densité. En contraste peut-être avec certaines idées d'un Brabant wallon qui serait plutôt rural, on pourrait se dire, puisqu'il n'y a pas de grande ville. Eh bien attention, il n'y a pas de grande ville, mais il y a des zones très denses et en moyenne, eh bien, le Brabant wallon est plutôt une province dense, même si, une fois de plus, notons qu'il n'y a pas d'homogénéité. L'est de la province est bien plus rural. Sur l'occupation des sols toujours, il est utile de regarder l'évolution de la situation. Comme expliqué précédemment, eh bien, s'il y a augmentation de la surface bâtie pour l'habitation majoritairement, mais également pour d'autres fonctions, on peut s'attendre à une diminution de la surface des terres agricoles. Et eh bien, c'est donc l'observation qu'on a. Si on regarde les chiffres, depuis le début de ce siècle, il y a une diminution entre 2001 et 2024 de 5,6% de la surface agricole. Si on regarde même depuis les années 90, depuis 1993, là sur une trentaine d'années, c'est 8% de diminution. Et pendant ce temps-là, la surface dédiée aux habitations a augmenté. C'est la même chose pour les bâtiments à finalité économique, mais c'est une proportion du territoire qui est plus faible. Et donc voilà, c'est logique de comprendre cela. Lorsque l'on construit, on diminue les surfaces agricoles. Notons qu'il y a des terres qui sont assez riches, qui sont assez utiles à l'agriculture, bien évidemment en Brabant wallon. Et dernière chose, il faut comprendre évidemment que pendant ce temps-là, le nombre de ménages qui sont domiciliés en Brabant wallon augmente. Évidemment, lorsqu'on construit, on construit pour que des gens vivent parce qu'il y a une demande de logement. Et donc voilà, celle-ci est bien présente. Naturellement, on ne construit pas des logements vides. Mais tout de même, c'est intéressant de regarder qu'on construit de plus en plus grand. Même si on pourrait se dire que voilà, il y a déjà une forte densité du bâti en Brabant wallon, et bien malgré tout, on voit qu'il y a une augmentation depuis 2003, de 2003 à 2023, c'est les chiffres dont on dispose ici. Eh bien, on voit qu'il y a une augmentation de la superficie résidentielle par habitant. On est passé de 350,3 mètres carrés en 2003 à 358 mètres carrés par habitant en 2023. Alors ça peut paraître énorme comme surface, mais attention, la superficie résidentielle, ça comprend l'ensemble du terrain résidentiel, donc également le jardin, etc. Donc voilà, c'est pas uniquement la taille des maisons. Et donc voilà, il y a bien une augmentation, même si, notons que ce n'est pas le cas partout. Il y a des communes où on voit quand même une diminution de la surface par habitant, dans des communes plutôt urbaines, comme Nivelles ou Tubize, mais également dans des zones plutôt rurales. On peut noter la commune d'Incourt, Perouet ou encore Hélessines. Et à l'opposé, eh bien, il y a des communes où on a une forte augmentation de la superficie résidentielle par habitant. Et ça va comprendre autant des communes plutôt denses comme Ottigny-Louvain-la-Neuve que des communes rurales comme Ramilly. La commune où on voit l'augmentation de la surface résidentielle par habitant la plus importante, pour l'anecdote, c'est la commune de Lannes.
une commune relativement dense tout de même en population. Alors, donc, comment est-ce que le Brabant wallon se compare au reste de la Wallonie là-dessus? Eh bien, c'est important de noter que oui, on construit sur des parcelles de plus en plus grandes en Brabant wallon, mais c'est le cas partout. Et le Brabant wallon voit en fait l'évolution la plus faible. Parce qu'en passant d'environ 350 mètres carrés à 358 mètres carrés par personne, on n'augmente que de 2,3% la surface par habitant. Donc c'est plutôt stable en fait. À titre de comparaison, eh bien, en Hainaut, c'est 8% et en Luxembourg, c'est carrément 14%. Donc voilà, on est bien en dessous de la moyenne là-dessus. Et eh bien, il peut être considéré que cela est plutôt lié à un enjeu qui est celui de la pression foncière, c'est-à-dire une situation où eh bien, les terrains disponibles pour bâtir se font de plus en plus rares. Et donc, finalement, les investisseurs, qui sont de moins en moins des particuliers par ailleurs et plutôt des promoteurs immobiliers, vont avoir tendance à, voilà, pour maintenir une offre qui leur convient, vont continuer à construire, enfin commencer à construire plutôt sur des terrains de plus en plus petits, sur des parcelles de plus en plus petites. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment plutôt une théorie, puisque, une fois de plus, il faut noter qu'actuellement, on n'en est pas là. C'est le cas dans certaines communes, mais la moyenne est toujours à une augmentation de la surface résidentielle par habitant. Et tout de même, on peut se poser la question maintenant, donc, ben voilà, est-ce qu'il reste encore des terrains à bâtir en Brabant wallon? On se doute que oui, puisqu'on a vu le plan de secteur. Mais c'est intéressant tout de même de voir commune par commune et de regarder le concept de l'offre foncière résidentielle théorique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Là, je vous invite à regarder la carte qui se trouve sur les slides. L'offre foncière résidentielle théorique, c'est un peu long comme concept, mais ça veut simplement faire référence à la part de terrain qui sont encore disponibles pour bâtir dans l'ensemble des terrains qui sont destinés à l'habitation au plan de secteur. Donc on regarde voilà, la proportion de ces terrains destinés à l'habitation qui finalement ne sont pas encore bâtis. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une grande différence, une fois de plus, entre l'est de la province et le reste de la province. À Waterloo, plutôt vers l'ouest, le centre de la province, on voit qu'il y a seulement 7,9% des terrains destinés à l'habitat qui sont encore disponibles pour bâtir. Donc on est proche de la limite, on peut le dire. Alors que dans une commune comme Ramilly, à l'est de la province, là, c'est l'autre extrême, il y a 38% d'offres foncières résidentielles théoriques. Et donc, voilà, la situation est encore plutôt confortable. La moyenne du Brabant wallon est à 21%, 21,4% précisément, ce qui est en dessous de la moyenne wallonne et c'est le taux le plus faible de Wallonie. Donc voilà, on a une densité du bâti et une disponibilité des terrains qui est très faible en Brabant wallon. On comprend donc, et on peut supposer du moins que la pression foncière s'observe bien, donc la demande reste importante, mais voilà, la disponibilité des terrains, elle se fait de plus en plus faible, logiquement. Et ça peut amener à des conséquences de diminution des terres agricoles naturellement, d'augmentation des prix du foncier également, et donc de coût du logement qui va s'accentuer. Et donc on va en arriver enfin à un enjeu lié à la précarité, parce que cela nous amène à parler des phénomènes de dispersion de l'habitat et des risques en termes de précarité. Car en effet, il y a des zones où l'offre foncière est plus importante encore, et donc où potentiellement on peut trouver des terrains plus abordables, voire des logements plus abordables tout court. Mais il faut bien faire attention à ce niveau-là, que si des personnes s'installent par là, elles peuvent se retrouver face à un piège en quelque sorte. C'est celui d'être dans une zone où les services sont beaucoup moins disponibles. Et donc, en fait, d'avoir peut-être un logement un petit peu moins cher, mais d'autres coûts qui vont s'ajouter liés au déplacement pour avoir accès à des services de base qui, à un autre endroit, auraient été beaucoup plus facilement accessibles. Et donc, voilà, il y a un risque de précarité qui peut apparaître assez simplement comme ça. Et en effet, donc, c'est ce qu'on observe en termes de dynamique de démographie. Tout d'abord, eh bien, on voit donc que les communes qui sont à l'est, où l'offre foncière reste la plus importante, eh bien, ce sont les communes où, en tout cas,
pour une grande partie des communes, on va avoir une croissance démographique importante également. Donc on voit vraiment que c'est là qu'il y a davantage d'augmentation de la population qui vient souvent, pas du Brabant wallon d'ailleurs, qui peut venir de la région bruxelloise pour une grande partie, et qui peuvent se retrouver donc face à des difficultés dans l'accès aux services. Pour mettre ça de manière plus concrète, il y a un indicateur qui est la proportion d'habitants qui résident dans ce qu'on appelle une polarité de base, ce qui est également affiché sur une carte sur les slides. Alors qu'est-ce qu'on entend par polarité de base ? Eh bien, en fait, ça fait référence à une zone dans laquelle l'habitat n'est pas dispersé, donc plutôt dense, et où les équipements et services de base sont accessibles à pied. Par services de base, on entend les commerces d'alimentation générale, l'école primaire, la pharmacie, les transports en commun, l'administration communale ou encore le CPAS. Vraiment les éléments de base, si on y est accessible à pied et qu'on est dans une zone plutôt dense, on considère qu'on est donc dans une polarité de base. Et lorsqu'on est là-dedans, évidemment, on peut bénéficier d'un certain confort, même si ce n'est peut-être pas le mot, parce qu'il s'agit vraiment d'avoir accès aux éléments, on va dire, fondamentaux pour vivre dans de bonnes conditions. Et la proportion d'habitants qui vivent en polarité de base, elle va varier forcément beaucoup d'une commune à l'autre, et sans grande surprise, on voit que les communes qui sont les plus denses et où la pression foncière ou la disponibilité du terrain va être la plus faible sont celles où il y a la plus grande part de la population qui est en polarité de base, donc qui, en d'autres termes, a un accès aux services à moindre coût et en le moindre temps de déplacement également, en un moindre temps de déplacement. À l'opposé, les communes de l'Est de la province, mais également d'autres vers plutôt le centre, comme Lannes et Genappe, montrent une très faible parfois partie de la population habitant en polarité de base, et donc qui se retrouvent face potentiellement à un risque de précarité lié au logement, du fait donc de ce moindre accès aux services. Ça va engendrer des complications au niveau de la dépendance à la voiture, on peut l'imaginer, lorsqu'on habite dans ces zones-là. Et par ailleurs, on peut regarder le droit à la mobilité, qui fait l'objet d'un indicateur dans la même logique que l'indicateur du droit au logement qu'on a vu en introduction. Et si vous regardez la carte qui indique le droit à la mobilité d'une commune à l'autre en Brabant wallon, vous pouvez voir que il est faiblement abouti dans les communes les plus rurales généralement, et plus fortement abouti évidemment dans les zones les plus denses. On arrive donc à la fin de ce chapitre consacré à l'aménagement du territoire, et sans trop attendre, on va en arriver à la question de la démographie du Brabant wallon, de la population du Brabant wallon. Alors, un premier élément à mettre en avant sur la démographie du BW, c'est celui du vieillissement de la population. Car en effet, il y a une dynamique qui s'observe à l'échelle de l'Europe entière, qui est celle d'un vieillissement de la population. Le Brabant wallon n'y échappe pas, et surtout, on s'attend à avoir un vieillissement de la population plus important en Brabant wallon qu'ailleurs. Précisément, donc l'âge moyen pour 2024 était de 42,4 ans en Brabant wallon, pour 41,8 ans en Belgique en général. En 2071, selon les projections du Bureau fédéral du plan, on s'attend à 48 ans en moyenne en Brabant wallon et 45 ans seulement au niveau de la Belgique. Donc voilà, c'est une dynamique qui est générale, mais qui est plus accentuée en Brabant wallon. C'est important de le noter, puisque lorsqu'une population vieillit, les besoins en termes de logement et d'accès aux services également vont devoir être entendus différemment, vont devoir faire l'objet d'une réponse différente, c'est sûr. Alors, au-delà de l'évolution de l'âge moyen, il est tout aussi important de regarder la structure de la population, et spécifiquement les différents types de ménages, de composition de ménages en Brabant wallon. Alors, une spécificité de cette province, c'est encore aujourd'hui le fait qu'il y a une grande partie des ménages qui sont des couples avec enfants, et c'est environ 30%
des ménages pour l'année 2024. Cependant, il faut noter que c'est une proportion qui est en diminution. À l'opposé, eh bien, ce qui augmente, ce sont les ménages d'une personne, ce qui va d'ailleurs être lié au vieillissement de la population. Il arrive avec un vieillissement de la population que des familles voient les enfants quitter le domicile tout simplement, ou qu'un des membres de la famille décède, et donc ça va diminuer la taille moyenne des ménages et amener à une proportion plus importante de ménages d'une personne. Quoi qu'il en soit, donc, la proportion de ménages d'une personne, c'est environ 32% en 2024. Et c'est un chiffre important, puisque il y a une augmentation à ce niveau-là. Il y a également une part importante de familles monoparentales, c'est 11%, ça c'est proche de la moyenne wallonne, et c'est une proportion plutôt stable. Mais les familles monoparentales et les personnes seules sont des compositions de ménages qui relèvent d'une grande importance lorsqu'on s'intéresse à la précarité, et la précarité liée au logement en particulier. Car en effet, ce sont ces types de ménages qui vont se retrouver à dédier la part la plus importante de leur budget au logement. Vous pouvez voir un détail sur un graphique qui se trouve dans les slides d'ailleurs à ce niveau-là. Et ce graphique indique qu'en Wallonie, en général, pour l'année 2022, on estimait qu'une personne seule allait dépenser en moyenne 47% de son budget dans le logement si elle louait au prix du marché. 47% de son budget total, donc c'était le logement pour louer sa maison ou son appartement. Pour une famille monoparentale, c'est 40%. Donc dans les deux cas, on est sur des proportions extrêmement importantes pour les locataires. Si ces personnes louent, mais cette fois un logement social, eh bien la proportion va être moins importante. Par exemple, une personne seule, lorsqu'elle loue un logement social, ce n'est plus 47% de son budget qui part dans le logement, mais seulement 36% de son budget. Et enfin, donc, les propriétaires, eux, sont ceux qui vont dépenser la plus faible partie de leur budget dans le logement, qu'ils soient des personnes seules, des familles monoparentales, des couples sans enfants, avec enfants, etc. Mais il faut noter évidemment que l'accès à la propriété est difficile et nécessite un capital. Et donc en fait, souvent, les personnes qui sont propriétaires vont avoir un revenu moyen plus important que les locataires. Donc les locataires, inversement, se retrouvent face à une double peine. À la fois, ils ont des revenus moyens plus faibles que les autres, et en plus, ils vont dédier une plus grande partie de leur budget au logement, en particulier les locataires. Alors donc voilà, donc une question importante en termes de précarité et de pauvreté, qu'est le coût du logement. Et pour rester dans cette lignée-ci, eh bien nous avons décidé au GAUL de regarder justement les taux de pauvreté en province de Brabant-Wallon. Alors les taux de pauvreté, c'est un peu compliqué. On peut les analyser selon plusieurs indicateurs qui vont mettre en avant une problématique plutôt qu'une autre. Le premier indicateur, c'est le plus commun, qui va regarder le taux de risque de pauvreté, et c'est un indicateur qui s'appelle AROP, A-R-O-P, et c'est celui qui indique la proportion de la population qui ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté, c'est-à-dire inférieur à 60% du revenu médian dans cette population. En Brabant-Wallon, il y a 10% de personnes qui sont dans cette situation-là. C'est donc une situation qui est meilleure que la moyenne wallonne et même que la moyenne belge. Par ailleurs, la proportion de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté est en diminution en Brabant-Wallon. Mais il y a un autre indicateur qui s'appelle LWI. Celui-ci indique la proportion de personnes qui vivent dans un ménage à faible intensité de travail, donc où les personnes travaillent à moins de 20% de leur potentiel. Et là, c'est 11% tout de même de la population qui se retrouve dans une situation comme celle-là. Cependant, une fois de plus, là, les chiffres sont meilleurs que la moyenne wallonne, qui est à 16%. Et ici, on est dans des chiffres comparables à la moyenne belge. Une fois de plus, on a une diminution, une amélioration de la situation. Avec 8%, on voit que sur les 5 dernières années, c'est 1,6% de moins. Donc une situation en amélioration.
Cependant, il reste un troisième indicateur et qui attire beaucoup notre attention au Gaule, c'est l'indicateur qu'on appelle SMSD, le taux de privation matérielle et sociale sévère. Et là, en fait, on observe la pauvreté en termes absolus. Donc, contrairement à l'indicateur AROP qui regarde en termes relatifs, les personnes qui sont sous le revenu médian, sous 60% du revenu médian, là, on va regarder en fait la proportion de la population qui se retrouve simplement dans une incapacité à s'acheter certains biens et services qu'on considère comme nécessaires pour vivre dignement. Donc voilà, en termes d'alimentation, quelques loisirs, capacité à se fournir en mobilier pour sa maison, etc. Eh bien, si on regarde cet indicateur-là, en Brabant wallon, il y a 8% de la population qui est dans une situation de privation matérielle et sociale sévère. C'est au-dessus de la moyenne belge, clairement, qui est à 6%. C'est en dessous de la moyenne wallonne à 9%, mais là où c'est intéressant, c'est lorsqu'on regarde l'évolution sur les 5 dernières années, de 2019 à 2024, eh bien la proportion a en fait augmenté en Brabant wallon, ce qui n'est pas le cas en Wallonie et ce qui n'est pas le cas en Belgique. Ça fait une spécificité du Brabant wallon et il faut vraiment creuser la question, c'est ce qu'on considère au Golbewe, puisque voilà, ça veut dire que de plus en plus de personnes sont dans l'incapacité de s'acheter des biens et des services de base. Or, comme on l'a déjà vu par d'autres moyens, que ce soit l'indicateur AROP ou le revenu disponible médian, on sait que les revenus en Brabant wallon ne sont pas faibles. En général, ils sont même plutôt au-dessus de la moyenne de la région wallonne, du moins. Et donc, si ce n'est pas vraiment une question de revenus qui amène des gens à être dans cette situation de privation matérielle et sociale sévère, eh bien, ça va plutôt être une question de coût de la vie. C'est que la vie coûte plus cher en Brabant wallon. Or, qu'est-ce qui constitue la dépense majeure des ménages, parfois jusqu'à 47% en moyenne pour le budget d'une personne seule? Eh bien, c'est le logement, bien entendu. Donc voilà, le coût du logement est vraiment un facteur extrêmement important en termes de risque de pauvreté. Et on va d'ailleurs l'aborder rapidement. Mais avant d'y arriver, il reste un dernier élément sur lequel le Gaule considère comme très important de mettre l'accent, c'est le sans-abrisme. Parce que voilà, lorsque la précarité s'accentue, eh bien, les situations de sans-abrisme ou d'absence de chez soi deviennent particulièrement problématiques, on peut s'y attendre. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'un dénombrement du sans-abrisme avait été réalisé en Brabant wallon en 2022. Il couvrait 9 communes parmi les 27 communes du Brabant wallon. Et donc, sur ce territoire, qui fait un peu moins de la moitié, qui comprend un peu moins de la moitié de la population du Brabant wallon, eh bien, ont été dénombrées 888 personnes le 28 octobre 2022, parmi lesquelles on trouve 621 adultes, mais également 267 enfants, c'est à relever. Et lorsqu'on analyse les chiffres, on observe également bien, qu'il y a une grande proportion de personnes étrangères et non européennes en particulier dans ces personnes dénombrées comme en situation de sans-abrisme ou d'absence de chez soi. 21% sont originaires d'un pays hors de l'Union européenne, alors que dans la population du Brabant wallon, au sens large, ce n'est que 3,5%. Alors c'est important d'analyser ces chiffres en comprenant que cela est très probablement dû à d'importantes discriminations, naturellement, dont ces personnes peuvent être victimes. Et voilà, et donc il est absolument nécessaire de comprendre que la précarité ne va pas toucher toutes les personnes de manière égale et d'œuvrer évidemment à des solutions à ce niveau-là. Ça semble particulièrement logique lorsqu'on s'intéresse aux droits fondamentaux de tous et tous, bien entendu. Alors donc, comme promis, eh bien, nous allons maintenant parler de logement et de l'accès au logement en profondeur pour terminer ce podcast. Et eh bien, le premier élément, c'est de regarder le parc de logement du Brabant wallon. On a les chiffres pour 2024 qui sont affichés sur les slides à votre disposition. Regardons tout d'abord le nombre de logements. Eh bien, c'est 188 656 logements disponibles en Brabant wallon pour 173 303 ménages, privés du moins. Donc un nombre de logements bien supérieur au nombre de ménages.
Il y a une certaine marge, il faut le noter, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 15 000 logements vides en Brabant wallon. Il faut noter qu'il y a des logements étudiants où les personnes ne sont pas nécessairement domiciliées, donc il faut prendre en compte. Et puis évidemment, il y a des logements qui vont être loués pour des gîtes, même si c'est probablement pas un très grand nombre. Et il y a les secondes résidences naturellement. Si on regarde à quoi ressemblent ces logements, conformément probablement à certains clichés, le type de logement qui est le plus représenté en Brabant wallon, c'est la maison à 4 façades. 38% des logements sont des maisons à 4 façades. C'est plus important que la moyenne wallonne qui est à 29%. Mais ce n'est pas vraiment la grande spécificité du Brabant wallon, parce qu'il y a des provinces où on va trouver des proportions plus importantes de maisons à 4 façades, les provinces plus rurales, qui sont les provinces de Luxembourg et Namur. La spécificité du Brabant wallon, c'est plutôt justement les appartements. Il y a 25% des logements qui sont des appartements. Et bien ça, c'est une proportion qu'on ne trouve pas ailleurs en Wallonie. Et d'ailleurs, lorsqu'on observe l'évolution du parc de logements, eh bien sur les 25 dernières années, depuis le début du 21e siècle, on voit vraiment qu'il y a une augmentation très forte du nombre d'appartements. C'est là où il y a la plus grande croissance. Les maisons à 4 façades restent dominantes, comme dit précédemment, et on en construit encore. C'est bien toujours un nombre en augmentation, mais il y a clairement un tassement qui s'observe dans la région, ce qu'on peut sûrement considérer comme lié à la disponibilité des terrains. Donc voilà pour une image assez rapidement donnée du parc de logement. Mais venons-en au fait qui avait été évoqué dès le début de l'introduction, donc celui du coût du logement. Et au niveau acquisitif d'abord, on regarde ici, si vous avez les slides, le prix médian des achats immobiliers effectués en 2024. Et ce qui saute aux yeux, c'est que en fait, le coût du logement en Brabant wallon est extrêmement élevé pour acheter une maison. En 2024, le prix médian, c'était 379 000 euros. Donc voilà, 50% des maisons étaient plus chères, 50% étaient moins chères. C'est la valeur centrale, on va dire. Mais comparons-la avec la Wallonie, en général, eh bien, c'était 205 000 euros pour le prix médian d'une maison. Les appartements montrent une réalité pas très différente. 249 000 euros pour le prix médian 2024, pour 180 000 pour un appartement en Wallonie en général. Donc on voit vraiment qu'il y a une réalité différente du reste de la Wallonie à ce niveau-là. En Brabant wallon, on est sur un autre ordre de grandeur. Par ailleurs, on voit que le prix des maisons et des appartements a augmenté de manière plutôt constante ces dernières années. Sur les 10 dernières années, donc 2014-2024, on observait que le prix des maisons avait augmenté de 36%. Et pour les appartements, c'est même une augmentation de 40%. Alors oui, évidemment, le coût de la vie a augmenté en général, mais cette augmentation du coût de la vie, l'inflation en d'autres termes, elle était en moyenne de 33% sur cette période-là. Donc voilà, l'immobilier augmente à un rythme plus important en Brabant wallon que l'inflation. C'est le cas en Wallonie en général, c'est le cas en Belgique en général, mais il faut noter que par rapport à la moyenne wallonne, l'augmentation est plus marquée, la différence est plus marquée en BW qu'ailleurs. Qu'ailleurs en Wallonie, bien entendu, parce que si vous regardez le tableau qui vous est donné avec les prix en Belgique en moyenne et en Flandre surtout, on voit que là, l'inflation des prix de l'immobilier est encore plus importante. Il faut espérer évidemment que cette situation ne se produise pas en Brabant wallon, puisqu'elle est particulièrement tendue. Un autre moyen d'observer la question de l'achat, de la difficulté à acheter sur le marché immobilier du Brabant wallon, c'est de regarder les zones de pression immobilière. Une zone de pression immobilière, c'est une zone où on considère donc qu'il y a une difficulté à acheter, et ça consiste donc en une zone où le prix d'une maison ordinaire est supérieur de plus de 35% au prix moyen d'une maison ordinaire en Wallonie. Et on voit qu'en fait, des zones de pression immobilière, ça correspond à 37 communes réparties à travers la Wallonie. Mais sur ces 37 communes, 23 sont en Brabant wallon, alors qu'il n'y a en fait que 27 communes en Brabant wallon. Ça veut dire que en fait, tout le Brabant wallon est considéré comme une zone de pression immobilière, à l'exception de 4 communes qui sont Tubize, Rebec, Hellessine et Orbe-Jauche.
Donc voilà une dernière manière de dire que, à l'évidence, acheter en Brabant wallon est extrêmement cher. Et voilà, ça veut dire que ce n'est pas réservé à tout le monde. Ça demande d'avoir un certain capital qui va, dans beaucoup de cas, être lié à l'âge, naturellement. Et donc, c'est aussi la province dans laquelle l'âge moyen des acheteurs est le plus élevé. En 2024, les acheteurs avaient en moyenne 42 ans. Donc voilà un âge assez élevé. On voit que même en région bruxelloise, où les prix sont considérés comme très élevés aussi, eh bien, c'était 40 ans. En province de Liège, 38 ans, également 38 ans en province de Hainaut, 40 ans en province de Namur et 39 en province de Luxembourg. Voilà, comme ça, tous les chiffres sont donnés pour la Wallonie. Alors évidemment, donc ces prix élevés de l'immobilier, on peut les lier à un grand nombre de facteurs qui ont déjà été évoqués, l'attractivité du territoire, du fait de la proximité de certains centres d'activité économiques. Et voilà, cela va amener des populations peut-être avec des plus hauts revenus à chercher à s'installer, ce qui peut amener à une hausse des prix. On peut imaginer aussi, surtout lorsqu'on regarde que l'augmentation des prix de l'immobilier qui est supérieure à l'inflation, voilà, qu'il y a peut-être des investissements qui se font, peut-être une forme de spéculation immobilière, notamment du fait d'une anticipation, d'une moindre disponibilité du foncier à la faveur de politiques d'aménagement du territoire qui visent à moins artificialiser les sols. Donc voilà, c'est rapidement dit, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être compris. Il n'est pas exclu qu'il y ait une part de spéculation immobilière qui amène ces prix à augmenter. Mais quoi qu'il en soit, ce que ça veut dire, c'est qu'on arrive de moins en moins à acheter lorsqu'on n'a pas un revenu élevé en Brabant wallon. Et donc dans ce cas-là, eh bien, souvent on va se tourner vers l'acquisitif dans une autre province, ou peut-être qu'on va en rester à louer. Mais le prix pour louer un bien en BW est très élevé aussi, évidemment. On vous donne sur les slides eh bien, le loyer médian des baux résidentiels qui ont été enregistrés en 2024. Eh bien, ce montant est de 930 euros en Brabant wallon. C'est voilà, le loyer médian en Brabant wallon en 2024. En tout cas, pour les nouveaux contrats de bail en 2024, c'était 930 euros. C'est 200 euros de plus qu'en province de Hainaut ou en province de Liège encore. Donc, une fois de plus, le Brabant wallon va se retrouver dans une réalité vraiment distincte du reste de la région. On le voit aussi lorsqu'on s'intéresse au loyer moyen, une autre mesure pour observer les tendances. Et ici, on peut proposer des données qui concernent les 5 dernières années, donc 2019-2024. Et on voit voilà, que les loyers moyens, pour tout type d'habitation en l'occurrence, ont été en constante augmentation en Brabant wallon, en culminant donc à 1122 euros pour les contrats signés en 2024, ce qui est extrêmement élevé par rapport au reste de la région. La province de Luxembourg, qui est la deuxième plus chère de Wallonie, eh bien, montre des chiffres dans les 800 euros, 814 euros précisément. Donc voilà, que ce soit à louer ou à acheter, on peut se retrouver face vraiment à un mur, face à quelque chose d'insurmontable pour habiter en Brabant wallon. Mais évidemment, il y a des solutions à ce niveau-là, et l'une d'entre elles, c'est le logement d'utilité publique. C'est un type de logement qui va permettre à des citoyens et citoyennes qui sont dans des difficultés financières de se loger malgré tout grâce à une intervention des pouvoirs publics. Alors le logement d'utilité publique, pour le définir un petit peu plus précisément, eh bien, c'est un type de logement par lequel une entité, qui peut être une société de logement public, une agence immobilière sociale, un CPAS, une commune, eh bien, va prendre en gestion un logement dans le cadre de la politique sociale de la région wallonne en l'occurrence. Et donc ça va comprendre les logements sociaux, ceux des sociétés de logement de services publics, les SLSP, des logements gérés par les CPAS et communes, par le Fonds du logement, par l'agence immobilière sociale du Brabant wallon. Et alors le Golbeway a voulu effectuer un travail de recensement là-dessus, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de chiffres à notre disposition sur le logement d'utilité publique en Brabant wallon, ou en Wallonie en général. Et donc, voilà, un travail de collecte de données a été fait pour savoir, avec plus ou moins de certitude, combien de logements de ce type étaient disponibles dans chaque commune de la province. Et on arrivait à un total
pour l'année 2023, qui serait de 8 231 logements d'utilité publique en Brabant wallon. Et parmi ceux-ci, l'écrasante majorité des logements sont des logements gérés par des SLSP, des sociétés de logement de service public, 7 340 logements. Notons donc aussi l'importance des logements gérés par l'AIS, l'Agence immobilière sociale, 511 logements, et les logements des CPAS et communes, surtout les CPAS, 366 logements. Alors, donc voilà pour le total. Mais qu'est-ce que cela représente en termes de proportion des logements en Brabant wallon? Première question. Et qu'est-ce que cela peut nous donner également de la répartition des logements à travers la province? Eh bien, regardons d'abord la proportion générale. Donc, 8 231 logements, c'est 4,58% des logements du Brabant wallon. 4,58% des logements du Brabant wallon sont des logements d'utilité publique. Première donnée. Et comment sont-ils répartis à travers la province? Eh bien, pas très équitablement. Il y a une carte que je vous encourage vraiment à regarder si vous regardez les slides ou bien si vous consultez les autres supports du Golbeway. Eh bien, vous pouvez voir que certaines communes s'approchent des 10%. Alors, il n'y a pas vraiment de normes. On pourrait se dire, oui, c'est souvent des communes plutôt denses en population, comme Tubize, Nivelles ou Ottignies-Louvain-la-Neuve, qui s'approchent des 10%. Mais il y a tout de même, par exemple, la commune de Chastres, qui a également une grande proportion de logements d'utilité publique. Et puis d'autres communes vont, elles, montrer des valeurs plus faibles, voire très faibles, parfois proches des 0% du parc de logements. Donc on peut estimer qu'à certains endroits, il y a quand même une marge de progression. Mais on peut aussi se demander si cela est vraiment faible par rapport au reste de la Wallonie, de voir si on est étant des mauvais élèves, si l'on veut, par rapport au reste de la région. Mais comme expliqué précédemment, nous n'avons pas de données sur les logements d'utilité publique à l'échelle de la région, et donc on va se concentrer uniquement sur les logements en SLSP. Là, il y a des chiffres qui permettent une comparaison, mais comme on le sait, les logements SLSP sont la grande majorité des logements d'utilité publique, donc la comparaison semble assez fiable. En Brabant wallon, en regardant ces données-là, on voit qu'il y a 3,9% des logements qui sont des logements gérés par des sociétés de logement de service public. Et c'est une proportion qui est sous la moyenne wallonne, elle a 5,8%. Mais ce n'est pas la province qui a les chiffres les plus faibles. Namur et la province de Luxembourg donnent des proportions plus faibles. Donc voilà, c'est difficile d'avoir une conclusion là-dessus. On peut se dire d'accord, le Brabant wallon n'est pas le meilleur élève, pas le pire. Et puis surtout, est-ce que se comparer nous dit vraiment grand-chose sur le besoin ou l'absence de besoin en termes de logement d'utilité publique? En d'autres termes, il semble pertinent de se poser la question de savoir, en fait, est-ce que 3,9% n'est pas suffisant? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de développer davantage de logements sociaux ou de logements d'utilité publique en général? Pour répondre à cette question, il est intéressant de regarder finalement la file d'attente, de regarder la part de ménages candidats à des logements en SLSP et de comparer avec le reste de la Wallonie. Et on voit qu'en Brabant wallon, il y a 3,3% de ménages candidats à des logements SLSP, donc en attente d'un logement social. Alors c'est une proportion qui ne veut rien dire toute seule, même si on peut se dire que 3,3% sur les 173 000 et quelques ménages, c'est important. Eh bien, cette proportion, c'est aussi la plus élevée qu'on trouve dans les 5 provinces de Wallonie, la moyenne étant à 2,58% de l'ensemble de la Wallonie. Donc là-dessus, et il est bien probable, effectivement, que le Brabant wallon présente vraiment un manque de logements d'utilité publique, ou en tout cas se retrouve face à une grande proportion de la population qui est en recherche de solutions pour se loger de manière abordable, pour trouver un logement qui corresponde à leurs besoins, mais également à leurs moyens. Alors, on arrive déjà à la fin de ce podcast, et donc on a pu terminer sur cette question du logement d'utilité publique, mais évidemment, il faut bien comprendre que ce n'est pas la seule solution qui existe pour ce qui est de permettre un accès au logement à toutes et tous en Brabant wallon ou ailleurs.
Effectivement, au Gaulle, comme je disais, on n'a pas de solution à proposer, mais on se permet quand même de poser des questions. On a vu donc que le logement d'utilité publique était probablement pas assez développé. Et donc voilà, serait-il nécessaire d'en proposer davantage, ou bien faut-il regarder du côté d'autres politiques, par exemple au niveau des loyers, de leur encadrement éventuel, ou bien encore de l'accès à la propriété qui pourrait être facilité, qui est déjà facilité par des politiques publiques. Donc qu'en est-il de leurs effets et d'éventuels ajustements qui pourraient être réalisés? Aussi, voilà, pour revenir au reste de ce podcast, revenons aux questions liées à l'aménagement du territoire. Qu'en est-il de l'accès aux services? Quelles politiques en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire peuvent être réalisées pour tenir compte de cela, pour éviter voilà, que de la précarité liée au logement n'augmente dans certaines parties du territoire de la province? Qu'en est-il aussi des évolutions démographiques qui impliqueraient, on l'imagine, une adaptation du parc immobilier qui comprend encore des grandes maisons, beaucoup de maisons quatre façades qui pourraient être moins adaptées à l'avenir, peut-être à la structure de la population. Et donc, quelles adaptations pourraient être faites au niveau voilà, du développement d'habitat intergénérationnel, par exemple? Voilà donc quelques questions pour conclure et pour terminer ce podcast qui, on l'espère, sera utile à toute personne intéressée par l'accès au logement en Brabant wallon. Nous vous remercions bien entendu pour votre écoute et je profite également de votre oreille attentive pour vous préciser que voilà, au-delà du support qui est proposé avec ce podcast, au-delà des slides et des cartes qui sont proposées pour suivre cet exposé, eh bien, le Golbeway propose également toute une série de supports détaillés, que ce soit des tableaux de données ou un article qui s'appelle, comme ce podcast, Habiter en Brabant wallon, un privilège, et qui donc permettent d'avoir une compréhension plus poussée de la problématique et qu'on vous invite à consulter. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.